J'aime Radio. Plus grand. Et vous remarquerez que nous, parce que c'est l'honneur de notre mouvement, nous avons fait une campagne d'inscription sur les listes électorales et que partout est en train de sortir des nouvelles, alors on ne sait pas ce que ça donne au niveau national, mais qui disent qu'il c'est le record d'inscription sur les listes électorales qu'on n'ait jamais vu, ni pour une européenne, ni même parfois pour une présidentielle. Donc ça vous dit que quelque chose de ce qui est en train de se passer dans le pays. Et vous pensez que ces inscriptions supplémentaires bénéficieront plus à la France insoumise que d'autres partis un peu plus populistes dont on n'arrête pas de citer dans les grands médias? Alors j'en suis assez certaine, d'abord parce que c'est nous qui avons fait le travail porte par porte, puisque depuis 2016, l'État refuse de faire des campagnes d'inscription sur les listes électorales. Avant, vous aviez des clips, par exemple, à la télé pour dire aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Ils refusent de le faire. Et pire que ça, quand nous avons lancé une campagne un peu punchy, on va dire, les racistes votent et vous, les riches votent et vous, Nathalie Saint-Cric, qui nous a fait un procès pour cela, vote et vous, eh bien, la première chose qu'ils ont fait, c'est de changer la manière dont vous vérifiez votre inscription sur les listes électorales pour vous obliger à vous connecter via France Connect. Donc, c'est évident qu'Emmanuel Macron n'a pas envie que les 12 millions de gens non et mal inscrits s'inscrivent sur les listes électorales. Qui sont ceux qui sont pas inscrits ou mal inscrits sur les listes électorales? Les jeunes, les plus précaires, les moins diplômés. Et donc tous ceux qui pourraient sanctionner la politique d'Emmanuel Macron et qui n'ont aucune envie non plus d'aller voter pour l'assurance vie du système, c'est-à-dire Le Pen et compagnie, Bardella, qui votent ensemble contre la hausse du SMIC, contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune pour augmenter les salaires, etc. Donc je suis sûre que c'est un bon signe pour nous, oui. Et vous pensez qu'un président, notamment Emmanuel Macron, doit s'impliquer justement dans cette élection européenne? Plus il s'implique, plus il risque de faire chuter le score de sa candidate. Donc nous, ça ne nous déplaît pas, mais nous avons gagné une victoire avec Manon Aubry, puisque nous avions demandé que le très long, de ses mots lui-même, le très long discours à la Sorbonne qui avait été fait par Monsieur Macron, soit rentré dans le temps de parole de la candidature macroniste de Madame Hayé. Donc ça, c'est la première chose. Mais du coup, en conséquence, puisque l'ARCOM a accepté notre demande, on demande maintenant que les frais d'organisation de cette conférence à la Sorbonne puissent être rentrés dans les comptes de campagne, là aussi, de la candidate Valérie Hayé. Donc ça serait là aussi la moindre des choses. Mais je vais vous dire, quand vous avez un pouvoir haï à ce point-là par les gens, qui fait preuve d'une violence et d'une brutalité sociale, écologique, démocratique contre le peuple, plus il va s'investir, plus il risque de faire repenser aux gens que c'est le seul jour où leur vote vaut exactement la même chose, justement, que le bulletin de vote d'Emmanuel Macron, que le bulletin de vote de Bernard Arnault, que le bulletin de vote de l'ensemble des ministres, et que donc c'est justement le moment où où commence l'après-Macron, puisque c'est la seule élection nationale, l'élection européenne, la seule élection nationale entre la réélection de Macron en 2022 et l'élection présidentielle de 2027. Ça fait quoi pour vous d'accueillir Mathilde Panot au Pays de Lorient? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est un soutien? Moi je suis de la Nester, Laurent est de Lorient. Moi je suis Maëla Co, je suis co-animatrice d'un groupe d'action sur la Nester. Et donc avec Laurent, on a coordonné le meeting et la venue des candidats sur Lorient. On est très heureux de les accueillir ici, d'autant qu'il y a énormément d'enjeux. C'est-à-dire qu'à Lorient, il y a du soja qui débarque en quantité industrielle pour repartir dans l'agroalimentaire. Il y a problème de tension au niveau du logement avec des prix qui explosent, des étudiants qui ont du mal à se loger. Il y a énormément d'enjeux en fait, qui nécessitent effectivement des alternatives puissantes et donc de l'insoumission. Voilà. Donc effectivement, on est ravis qu'il y ait une étape de l'élection européenne sur l'Orient. Et j'ajouterai une chose à ce que je viens de dire, Maëla. Effectivement, la politique de la Macronie a des conséquences sur le quotidien des Lorientais comme partout en France. Mais ce qui a été aussi notable, c'est que cette campagne européenne,
Et cette campagne de préparation du meeting, ça a été l'occasion d'une vraie mobilisation collective, toute une équipe avec des groupes d'action d'Elbon, de Lorient, de l'ensemble des pays. Même nous, jusqu'à Brest, on l'a vu. Et donc, ce qu'ils font ici est aussi répercuté dans tout un tas de villes, en fait, partout en France. On était, par exemple, nous, il y a peu à Vannes aussi pour une réunion publique et des visites. Donc d'ailleurs, je rappelle juste qu'aussi notre visite, elle ne s'inscrit pas juste pour cette réunion publique. Cet après-midi, on a été rencontrer une maraîchère locale, puis des pêcheurs au port, pas loin. Et donc, ce moment-là va montrer une dynamique aujourd'hui à Lorient, mais qui est la même partout. Néanmoins, on a la chance d'avoir Mathilde Panot en ce moment à Lorient, et dans un contexte d'ailleurs où elle a été quand même bien occupée, vous avez pu suivre. Donc c'est toujours une richesse d'avoir la présidente de groupe de la France Insoumise qui est présente, et je pense, moi, en tant que jeune candidate, mais d'avoir aussi une jeune femme qui parle de la politique, qui est la plus jeune présidente de groupe à l'Assemblée nationale, et qui du coup aujourd'hui représente un modèle pour tout un tas de jeunes filles militantes qui n'avaient pas forcément de personnes sur qui du coup voilà, se reporter, se projeter. Donc c'est une chance de l'avoir près de nous, et comme c'est une chance d'avoir l'ensemble des députés insoumis qui n'ont rien lâché dans cette campagne et qui sont aussi mobilisés partout en France. Et, on est en effet dans une région, la Bretagne, où la France Insoumise a montré depuis d'abord au régional, ensuite au présidentiel et après aux législatives qu'elle était une force politique qui comptait. Force politique qui a fait élire 3 députés dans la région. Et une force politique qui fonctionne bien, puisque aujourd'hui on le voit, on est issus de tous les départements bretons, présents aujourd'hui à ce meeting, et qu'on travaille bien ensemble, en bonne intelligence. Et c'est vraiment plaisant d'être dans un mouvement politique qui fonctionne de manière saine. Et au-delà de ça, bien sûr, c'est un honneur d'accueillir Mathilde Panot à Lorient, surtout quand on connaît la campagne d'intimidation et de censure dont tu as été victime. Et donc forcément, ici, ce soir, Mathilde Panot est avec nous. Et elle est, on va dire, sous notre protection populaire, quoi. Voilà. Et on se taira pas, quoi. Non, c'est clair. Ni Pierre-Yves, ni Marie, ni moi-même ne sommes élus. C'est vrai. On est des représentants du monde du travail. Enfin, on est des travailleurs comme tous les autres. On est des citoyens engagés. Et justement, c'est bien la force de la France Insoumise de faire émerger justement toute une génération de jeunes qui parfois ne croyaient plus en la politique il y a quelques années, mais qui aujourd'hui sont déterminés à faire changer les choses. Effectivement, sur le contexte breton, il y a quelque chose d'important que j'aime bien répéter, parce que j'étais tête de liste régionale, et du coup, parfois, les gens disaient « Oh, la Bretagne, terre centriste ». Et Jean-Luc Mélenchon a été, les 2 dernières élections présidentielles, au second tour. Les Bretons ont choisi de placer Jean-Luc Mélenchon au second tour par 2 reprises. Et donc, le signal qu'on envoie lorsqu'on fait une réunion publique à Vannes, on en a fait également dans les Côtes d'Armor, à Brest, c'est de dire qu'il y a une cohérence dans la campagne que nous menons. Cette cohérence, elle peut se retrouver dans les urnes le 9 juin, et donc c'est autour de cela qu'on fait campagne. Alors ensuite, Lorient. Lorient, quand on est brestois, ça nous parle d'une certaine façon. C'est un pays de tête dure. Donc on sait que les gens ici, ils ont aussi un attachement à la solidarité ouvrière, au fait que, on est plus fort collectivement, on est plus fort ensemble. Et effectivement, la venue de Mathilde Panot, dont nous sommes extrêmement fiers, elle montre aussi cela, parce que Mathilde, c'est une présidente de groupe, c'est une présidente d'un grand collectif qui est solide. Et ensuite, sur le rapport que j'aime à faire entre Brest et Lorient, ce sont 2 villes qui, effectivement, sont des villes ouvrières, mais sont aussi 2 villes concernées par le fait militaire. Et je disais que c'est aussi au titre du fait que je suis chercheur en relations internationales que je suis sur la liste. Et Mathilde en a parlé. La question de la paix est incontournable. Et il y a eu, j'en parlerai tout à l'heure, il y a eu des grandes mobilisations en Bretagne dans les années 49-50 des dockers pour refuser l'exportation des armements en Indochine. L'esprit que nous portons avec la mobilisation continue pour le cessez-le-feu à Gaza et la paix en Ukraine, c'est le même. Car au fond, c'est toujours la majorité des gens qui payent très lourd à la fois les guerres dans lesquelles on les entraîne et l'inhumanité dans laquelle risque de nous plonger le fait de regarder passivement ce qui se passe sous nos yeux à Gaza. Donc voilà, c'est un grand événement que la venue de Mathilde Panot ce soir. Vous parliez justement de paix. La France Insoumise, quand elle parle de paix au niveau européen, est-ce que c'est encore
pour des pourparlers ou une action concrète? Déjà, pour rappeler, je pense que ça c'est un rappel important, nous sommes le seul mouvement politique en France qui non seulement avons aidé à faire sortir des Russes engagés pour la paix et contre le régime de Poutine, et donc contre la guerre en Ukraine, aider à sortir, et qui, depuis 2 ans, les accueillons, les aidons, parce qu'il nous semble important d'avoir un mouvement de solidarité fort avec celles et ceux qui, à l'intérieur même du peuple russe, se battent contre les violations du droit international que commet actuellement Vladimir Poutine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que vous vous trompez dans votre question. Et je crois qu'au contraire, il faut des issues diplomatiques à la guerre qui a été menée par la Russie. Et je vais vous dire, il ne faut pas être jusque-boutiste que certains, puisqu'il se trouve que sur l'initiative de la Suisse, de l'Allemagne et de la Chine, il y a les 15 et 16 juin une conférence pour la paix organisée en Suisse. Et cette conférence pour la paix, M. Zelensky a d'ores et déjà indiqué qu'il allait y participer. Et cette conférence pour la paix, elle nous laisse présager de ce vers quoi on doit aller. On sait déjà un certain nombre de choses. D'abord, et ça c'est l'Assemblée ukrainienne qui a donné son accord, Zelensky et l'Assemblée ukrainienne sont d'accord pour qu'on démilitarise et qu'on mette des casques bleus, ce qu'on demande depuis pratiquement 2 ans, enfin depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qu'on mette des casques bleus autour des réacteurs nucléaires. Parce que s'il y avait un accident nucléaire, vous imaginez la catastrophe dans la catastrophe que ça serait. Et donc il faut impérativement protéger les réacteurs nucléaires en démilitarisant cette zone-là. Première des choses. Deuxième chose, là aussi, M. Zelensky a dit qu'il était d'accord avec cela, c'est donner à la fois des garanties de sécurité mutuelle dans une issue diplomatique qu'il y aurait, et notamment se pose la question à la fois du Donbass et de la Crimée. Et Zelensky lui-même a dit qu'il était d'accord pour qu'il y ait des référendums d'autodétermination dans chacune des 2 régions pour savoir voilà, ce qu'elle voulait faire pour l'avenir. Donc, à partir de là, à la fois démilitariser les réacteurs nucléaires, garantie de sécurité mutuelle, référendum d'autodétermination, vous avez des choses qui peuvent être ce qui pourrait être les prémices d'une issue diplomatique d'une guerre qui a déjà causé, qui cause toujours, les guerres causent toujours un malheur incroyable sur les peuples qui y sont touchés. Et nous ne croyons pas qu'on arrivera à une issue militaire à ce conflit. Et donc, il faut avoir le courage de la paix pour le coup, notamment avec cette conférence que nous, on suivra attentivement et pour lequel on demande que la France s'implique. La demande de l'Ukraine, quand elle parle d'armes, quand elle parle de finances, est-ce que la France insoumise, au sein de l'Union européenne, votera dans ce sens? On a déjà voté dans ce sens. On a déjà voté le soutien au peuple ukrainien. Mais la question, c'est plus le temps passe, plus le rapport de force pour la négociation côté ukrainien est en train de s'affaiblir. Et la question, c'est de ne surtout pas aller dans les folies et l'irresponsabilité vers lesquelles nous mène le président de la République, en expliquant qu'il emmènerait des troupes au sol en Ukraine, ce sur quoi il a été démenti par l'Allemagne, par la Suède, par la Pologne, y compris même par l'OTAN. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'il y ait un affrontement entre 2 puissances nucléaires sur un pays tiers au cœur même de l'Europe. C'est complètement irresponsable de faire ça. Donc, oui, nous sommes pour, évidemment, le soutien à l'Ukraine, mais des négociations diplomatiques comme une issue au conflit. Il n'y a pas d'autre issue à un conflit qu'une issue politique. Toute guerre se termine par des négociations. Et risquer toujours davantage, plus elle dure, d'embarquer le monde dans un conflit entre puissances nucléaires, comme le dit Mathilde, est tragique parce que l'on sait déjà les ravages que l'arme atomique a pu faire à Nagasaki et Hiroshima. Mais en réalité, l'armement nucléaire aujourd'hui est bien plus puissant. Donc il faut se rendre compte aussi concrètement de quoi l'on parle, du risque de massacre de masse de civils, etc., si jamais l'arme nucléaire venait à être employée. Donc c'est en conscience de cet immense risque que nous portons et nous posons comme la voie de la paix. Tout à l'heure, vous faisiez allusion justement à Gaza, l'intimidation qui visiblement se porte sur les candidats de la France insoumise. Si vous êtes suffisamment nombreux au sein des représentants au sein du Parlement, quelles seront les actions concrètes de la France insoumise pour arrêter ce génocide ?
Alors, déjà, les intimidations ne vont pas seulement envers les candidats, une présidente de groupe parlementaire que je suis, de la France Insoumise. On parle d'annulation de conférences, on parle de centaines de militants qui sont eux aussi convoqués pour apologie du terrorisme. Et je rappelle que la France a déjà été condamnée en 2022 par la Cour européenne des droits de l'homme sur la manière dont elle utilisait l'apologie du terrorisme, qui était, je cite, la rapporteure spéciale de l'ONU, une atteinte à la liberté d'expression, et que, encore récemment, début avril, c'est le président de la Commission consultative des droits de l'homme qui, lui, a pointé les dérives qu'il y avait avec le nombre de procédures pour apologie du terrorisme, jusqu'à des humoristes, notamment Guillaume Meurice, dont je parlais à l'instant, et cette dérive est extrêmement inquiétante. Si nous étions au pouvoir, que ferions-nous ? D'abord, nous aurions d'ores et déjà utiliser le rôle spécifique qu'a la France en étant membre du Conseil de sécurité de l'ONU pour présenter une résolution pour un cessez-le-feu permanent auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, nous aurions immédiatement interdit et arrêté la vente d'armes vers le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, puisque certains de vos collègues journalistes ont démontré qu'une cargaison secrète avait été envoyée vers l'État d'Israël et que ce sont ces pièces pour fusils mitrailleurs qui ont été retrouvées dans les morts de ce qu'on a appelé le massacre de la farine, c'est-à-dire des gens, alors que la famine est utilisée comme arme de guerre, qui essayent juste d'avoir accès à de la farine, et ce sont exactement les mêmes munitions qu'on retrouve dans les corps des Palestiniens qui cherchaient juste à avoir accès à de la nourriture. Donc, ce qui placerait, pour le coup, la France dans une forme de complicité avec d'un génocide qui serait extrêmement grave. Donc nous ferions d'abord un embargo total sur les armes vers le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Ensuite, nous agirions diplomatiquement, notamment en reconnaissant l'État de Palestine, puisque nous sommes ceux qui prônons les résolutions de l'ONU autour de deux États, qui est la seule à même solution à deux États, seule à même de faire en sorte que le peuple israélien et le peuple palestinien puissent vivre en paix et en sécurité. Et donc, en reconnaissant l'État des Palestines, on enverrait là aussi un signal pour la paix qui, je crois, est très important. À l'heure où vous avez d'ores et déjà 139 pays qui l'ont reconnu et que l'Espagne s'apprête à le faire, tout comme l'Irlande, Malte et la Slovénie. Enfin, on agirait diplomatiquement au niveau de l'Union européenne pour faire un moratoire sur l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne, puisque l'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'État d'Israël et que donc, si nous voulons mettre la pression maximale pour que Netanyahou arrête les horreurs et les massacres qui sont commis actuellement à Gaza, ainsi que la colonisation en Cisjordanie, il faut l'isoler le plus possible. Et je crois que cet isolement se voit de plus en plus avec les peuples partout dans le monde qui manifestent contre l'extrême droite de Netanyahou pour le droit des Palestiniens à vivre libres et en dignité. Est-ce qu'il y a une rivalité entre M. Ruffin et M. Mélenchon au sein du parti ? Et quelles sont les perspectives pour une prochaine présidentielle au sein de LFI ? Vous savez, la grande force et la grande chance de la France Insoumise. Moi, j'ai rejoint la France Insoumise, j'ai même aidé à créer la France Insoumise en 2016. Et il se trouve qu'à l'époque, Jean-Luc Mélenchon avait fait 19,5% à peu près en 2017, à la présidentielle de 2017. Et la question qui était sur toutes les lèvres était « Mais avec qui Jean-Luc Mélenchon va-t-il gouverner ?» Il n'y a personne autour de lui. Bien, je crois que depuis 2017, là où nous avons maintenant un problème de riches, qui est un problème, non, mais qui en fait n'est pas un problème, mais qui est plutôt la force de la France Insoumise, c'est justement d'avoir plusieurs personnalités qui sont identifiées, d'avoir des gens qui savent, qui y compris ne vont pas porter les choses exactement de la même manière dans la manière dont ils s'expriment, mais qui se retrouvent tous autour du programme L'Avenir en commun, le programme du gouvernement de la NUPES. Et donc, après, résoudre un problème de riches pour savoir qui sera candidat, c'est autre chose. Mais ce dont je peux vous assurer, c'est que le programme, notre programme, celui du gouvernement de la NUPES, sera candidat aux élections présidentielles de 2027. Donc c'est d'abord le programme avant le candidat. Exactement. Et n'oublions pas qu'on est pour la 6e République. C'est l'aspect démocratique aussi est fondamental, notamment sur les questions européennes. Rappelons-nous qu'en 2005, les Français ont voté non.